Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Connectez-vous. Toujours en train de m'hydrater. C'est important de se connecter. Et puis de s'hydrater aussi. Bienvenue, connectez-vous. Bonjour, bienvenue. Oh, coucou ma soeur, ça va? Bonjour, bienvenue, bonjour. Bonjour, bonjour ma soeur Amy, bonjour. Ça va bien? Bonjour. Alors, comme on débute à peine, je vais quand même dire bonjour personnellement. Gisèle, bonjour. CKM, bonjour. Adeb, bonjour. Joël, bonjour. M3 Force, bonjour. Ma sœur Amy, bonjour. La, bonjour. Black Woman, bonjour. Jorandais, hi, bonjour. Oui, je vais très bien aussi. Ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Mathilde, bonjour. Lina, bonjour, bienvenue. Merci à vous qui rejoignez le live. Je suis contente de savoir que tu vas très bien, ma sœur. Connectez-vous. Bon. Là, c'est ouvert. Binette, bonjour. C'est ouvert aux jeunes aussi, hein, aux jeunes et aux enfants. Je fais ce live matinal exceptionnellement pour un jeune, Yolande, bonjour, qui m'a envoyé un message et le message m'a tellement touché. Oui, petit message bien sympa. Azata, bonjour, 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 bienvenue. Un jeune homme qui m'a contacté. Donc, un jeune homme en terminale et qui est en train de se tâter pour faire des études de droit, terminale générale. Donc, il m'a envoyé un petit message bien sympa. Ça m'a fait plaisir. Et donc, je sais que là, lui, dans la zone où il est, il y a cours, donc il va me suivre plus tard. Mais c'est un message tellement sympa, donc je vais faire un petit cours. Je vais repartir au début, au commencement, pour faire découvrir le droit à d'autres personnes. Donc, tant mieux. Si ça peut toucher juste une personne, bah ça y est, c'est rempli, c'est gagné pour moi, hein. Donc voilà, alors on va commencer comme on le fait depuis quelques jours. Bonjour Fifi, bienvenue. Je vais donner une petite idée de lecture. Donc lecture pour les adultes ou pour les enfants ou les jeunes, pour les parents. Hier, j'ai parlé un peu de ça, du petit livre de poche sur Olympe de Gouges. Donc, je le représente parce que c'est un livre qui fait moins de 100 pages, donc c'est facile à la lecture. Ça coûte 2 euros, c'est écrit dessus en grand, 2 euros. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, 2 euros. Donc, c'est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est une parodie de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Donc, ça relate quelques
quelques idées pour permettre aux femmes de se battre, de défendre leurs droits. En gros, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien présenter et tout. Donc 2 euros, hein, ça coûte. Ça fait un peu de lecture. Il y a dans ce petit livre, elle énumère beaucoup de droits de la femme. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment de la parodie de la déclaration. Comme c'est écrit droit de l'homme, même si c'est écrit avec grand H, grand H, un H pour homme, homme et femme inclus pour l'humanité. Elle a quand même dit des choses intéressantes. Par exemple, l'article premier de cette déclaration, parce que là, elle énumère donc la déclaration, elle commence là, la déclaration de la femme et de la citoyenne. Il y a un préambule, c'est-à-dire une sorte de d'introduction. Donc elle reprend littéralement la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais au féminin. Euh, je vais lire le préambule et après je lis le premier article parce que c'est important, c'est intéressant. Donc si ça peut motiver d'autres personnes, ça peut donner quelques idées, bah, c'est déjà ça de gagner. Donc je lis le préambule, hein. Les filles, enfin les mères, les filles, les sœurs représentantes de la nation demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, ici citoyennes avec C majuscule, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Ça, c'est vraiment le préambule, l'entrée en matière. Donc, à titre d'exemple, euh, la déclaration, alors, des droits de l'homme et du citoyen, donc de 1789, hein, commence en ces termes. Je vais lire parce que comme j'ai dit, c'est vraiment une parodie de cette déclaration. Donc, en préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on peut lire les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'elle reprend ici, au lieu de dire les représentants du peuple français, parce que c'est écrit au masculin, elle reprend les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, et pas du peuple. Donc, on voit bien que c'est écrit par une femme. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Demande d'être constituée en Assemblée nationale. Elle demande, parce qu'en 1789, niveau droit civique pour les femmes, on était encore au-dessous du niveau de la mer. Hein. Donc voilà. Donc c'est vraiment une sorte de parodie et c'est intéressant de lire la version donc qui existe aujourd'hui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de comparer avec cette version-là de cette parodie de d'Olympe de Gouges ne demeure pas moins un texte fondateur de la lutte des femmes pour leurs droits. Donc, en conséquence, le sexe supérieur en beauté, comme en courage dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême, être avec E majuscule,
les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Je trouve cette écriture belle dans la construction, dans la formulation. C'est agréable à la lecture. Enfin, ça m'émeut, ça, rien qu'à la lecture, ça fait plaisir. Même quand on ferme les yeux, on peut entendre ça, on écoute. Ça soulève les tripes quand même, hein. En conséquence, elle appelle les femmes, les mères, les filles, les sœurs, le sexe supérieur en beauté. Vous voyez comment on qualifie les femmes, comment Olympe de Gouges. Ça a été écrit, cette déclaration a été rédigée en 1791, c'est-à-dire 2 ans après la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, dans sa rédaction, c'est quelque chose de tellement... C'est magnifique, la rédaction. En conséquence, le sexe supérieur en beauté, comme on courage dans les souffrances maternelles. C'est merveilleux de décrire les femmes, les mères, les filles comme un être supérieur en beauté et en courage dans les souffrances maternelles. Oui, oui. C'est pour ça que j'aime ce texte, c'est pour ça que j'insiste. Je le conseille vivement pour la lecture. Et donc, je vais vous lire l'article premier de cette fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, article premier. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Parce que ici, donc si je continue le préambule de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on dit en conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, elle rédige bien en conséquence le sexe supérieur en beauté et en courage dans les souffrances maternelles. C'est merveilleux cette formulation. Et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Donc, l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen stipule, je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Point. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Ça, c'est le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par contre, le premier article de la Déclaration de la femme et de la citoyenne est ainsi rédigé. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Point. C'est limpide, c'est clair. Ça commence par un article et c'est une phrase très limpide. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Point. L'homme n'a pas de droit supérieur à la femme. Et là, dans la rédaction initiale, ça porte quand même à confusion et elle reprend les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc, si j'insiste sur ce livre, c'est que sa lecture, sa compréhension, sa rédaction, c'est quelque chose de fondamental. Ça apporte beaucoup aux femmes, aux mères, aux filles, aux sœurs dans la rédaction. Et donc, c'est un conseil de lecture, une idée de lecture si vous ne savez pas quoi lire. Allez en librairie, ça coûte 2 €. Olympe de Gouges. 2 €. Vous allez lire sa rédaction. Je pourrais passer la journée à lire et à relire toutes ces déclarations, mais je me suis arrêtée au préambule. Hein, le sexe supérieur en beauté et en courage dans les souffrances maternelles. Quelle belle définition de la femme. Je crois que... Oh, merci. Je crois que je vais épingler ça sur ma page parce que c'est tellement beau, c'est tellement... Voilà, ça fait plaisir de lire un tel texte parce qu'aujourd'hui, niveau lecture, bon, il y a tellement tout et n'importe quoi qu'on s'y perd un peu. Donc, le premier article, il est éloquent. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Point. Donc ça sert de base dans les luttes des femmes pour leurs droits. Elles sont l'égale de l'homme en droit. Faut se battre, faut se lever, créer des activités. Hein. Quand elle dit que c'est un être supérieur en beauté
et encourage dans les souffrances maternelles. Ça dit tout. Ça dit que la femme, c'est une vaillante. C'est celle qui peut résister parce qu'elle est courageuse dans les souffrances maternelles. Et Dieu sait, Dieu seul sait que des souffrances maternelles, les femmes en éprouvent. Et donc là, ça devait être le manifeste des femmes, ça, le livre de chevet, la Bible des femmes, le matin. Toutes les femmes qui se réveillent devaient lire le préambule, surtout cette petite partie, se dire, je suis le sexe supérieur en beauté et en courage dans les souffrances maternelles. Moi, à la rigueur même, je pense que je vais imprimer un t-shirt, je vais mettre ça, sexe supérieur en beauté et en courage dans les souffrances maternelles. Je vais mettre ça sur un t-shirt, je vais porter. Et surtout l'article premier. On devrait imprimer ça, mettre sur le lit. Lire ça tous les matins quand on se réveille. Ça motive, ça donne du courage, ça donne de l'entrain, de l'énergie. La femme naît libre, libre, et demeure l'égale de l'homme en droit. J'aime beaucoup. C'est vraiment, voilà, je vais pas... je vais pas... Bon, je vais pas spoiler, comme on dit, ou divulgacher hein, le contenu, parce que ça fait juste 90 pages à peu près. Donc, il faut aller acheter, vous allez lire, c'est pas très compliqué. Femme, réveille-toi. Vraiment, c'est des... Reconnais tes droits, fais entendre, machin, tout ça. Vraiment, c'est une ode au courage, à l'encouragement, à la motivation, au réveil, à l'édification. Franchement, ouais. Donc, voilà le petit conseil de lecture pour les femmes, pour les filles, pardon, pour les sœurs. Olympe de Gouges. Le préambule, le premier article, il est très intéressant. Donc, ça, c'est pour les femmes. Après, il y a un autre petit roman que j'aime bien dans la collection Motifs. C'est Le dernier survivant de la caravane d'Étienne Goemidé. Donc, l'histoire remonte à la fin du 19e siècle, au cœur de l'Afrique. Donc, ça raconte la naissance d'un drame. Bon, je vais pas... c'est un classique. Parce que je donne beaucoup voilà, enfin, d'indications. J'aime bien, il faut que les lectures soient éclectiques. Donc, c'est un classique africain, déjà par l'écriture. C'est enrichi de contes, de récits, de lignées, etc. De métaphores. Donc, c'est une lecture que je conseille aussi. Ben, je sais pas si on peut encore trouver ça, Le dernier survivant de la caravane, d'Étienne Goemidé. C'est pareil, plaisir de la découverte, de la lecture. Je vous laisse aller faire un petit tour dans les médiathèques. Donc voilà, j'avais déjà voilà présenté quelques deux trois trucs et puis aussi j'aime bien donc j'insiste hein, c'est de la lecture facile et ça fait du bien au moral franchement. Les classiques 50 nuances donc c'est toujours là, c'est de la lecture hein. Lisez et vous verrez les différences avec le film en question. 50 Shades of Grey. 50 Shades Darker. Et puis, bon, voilà, le dernier. Donc, hein. C'est de la lecture aussi, même si ça fait presque 700 pages. Mais c'est tellement agréable, vous pouvez avaler ça d'une traite. Donc, voilà pour les idées lecture de ce matin. Alors, revenons à nos moutons, au cœur du métier, j'allais dire. Donc, j'ai reçu ce petit message d'un jeune homme qui hésite un peu à faire... enfin, aller... voilà. Non, j'ai quand même répondu, mais ça m'a permis justement de revenir un peu sur la genèse. Je dirais pas l'exégèse, mais la genèse
les cours de droit que je fais ici. Donc, j'ai dit sur la page, le but, c'est vraiment de rendre le droit accessible, de le vulgariser, de le rendre compréhensible par le plus grand nombre parce que c'est un domaine codifié avec son langage propre, avec ses propres codes, ses propres règles. Et donc, c'est souvent difficile d'y accéder. Je me souviens qu'en première année de droit, par exemple, on était 600 parce que c'était un tronc commun. On était 600, par exemple, en droit de la famille. Dans un amphithéâtre, vous vous rendez compte, 600 personnes. Donc, la professeure, c'est une avocate. Elle vient, elle s'assoit, elle donne son cours magistral. Tranquille, vous prenez des notes. Si vous ne savez pas prendre des notes, ben c'est tant pis pour vous. Il fallait acheter des bouquins pour compléter le cours parce que ça parlait vite et puis c'était des prises de notes. Donc, c'était pas une dictée, il faut noter toutes les phrases, etc. Il faut prendre des notes. Et donc, il fallait acheter les livres, etc. Et tout. Donc, je trouvais que jusqu'à aujourd'hui, hein, je trouve toujours que les cours de droit à la fac devaient peut-être être revus parce que c'est trop soporifique, c'est condensé, c'est juste des phrases, point. Il n'y a rien. Il n'y a pas l'équivalent, par exemple, en médecine de l'internat. En droit, ça n'existe pas. Parce que les internes, ce sont des étudiants en médecine qui, au bout d'un certain nombre d'années, travaillent concrètement dans les hôpitaux, donc ils sont au quotidien, au contact de la réalité, de l'expérience. En droit, ça n'existe pas, à part les stages. Et encore, avec les stages, il faut être coopté, il faut avoir un carnet d'adresses, il faut avoir des relations. Oh, merci Amy, coucou, merci, merci, merci à toi. Et donc, il faut avoir un réseau, il faut avoir de l'argent aussi pour pouvoir acheter les livres. Parce que les livres en droit, ils coûtent, je ne sais pas pourquoi, spécialement en droit, les livres coûtent si cher. Un petit manuel, 20 euros, il n'y a rien à moins de 5 euros en droit. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Ça coûte cher. Là, j'ai sorti hop, le code pénal. Et là, c'est pas, ça c'est la connexion, enfin la collection LexisNexis. Donc du coup, celui-là il coûte 50, non attends, hop, ouais 50 euros. Sauf que si c'est la version rouge, le code rouge d'Allos, ça coûte beaucoup plus cher. Ça doit coûter 25% plus cher. Mais je ne sais pas pourquoi. Chaque année, il y a des modifications, mais c'est des modifications de quelques pages, quelques articles. Mais les prix augmentent de plus de 10%, 15%, 20%. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je trouve qu'on devrait aussi simplifier les cours de droit à l'université. Ça attirerait plus de monde et ça éviterait les échecs. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs, hein, comme on dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que c'est compliqué, on s'y perd. À la fin du premier semestre, il y avait déjà la sélection naturelle qui était passée par là. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné, qui ont laissé tomber parce que c'est compliqué de suivre les cours. C'est vraiment que des cours, des cours, des cours. Pour même en TD, c'est la même chose. C'est que des tonnes de documents. Vous voyez les polycopiés de TD. C'est que des trucs en noir et blanc. Ça ne donne pas envie. Il faut vraiment s'accrocher. Pour faire des études de droit, je sais pas, c'est très... Donc, je vais en revenir au début. Comme je l'ai dit, les cours que je donne ici, c'est vraiment en complément de ce qu'on fait déjà dans les facs, etc. Donc, je ne rentre pas trop dans les détails parce que les cours en détail sont réservés aux élèves de l'institut parce qu'il y a un institut, Panamic Learning School, donc ils donnent des cours de droit qui accompagnent dans la rédaction et la soutenance de mémoires de fin d'études, dans la rédaction des commentaires d'arrêt, des cas pratiques parce qu'il y a une méthodologie des cas pratiques, des commentaires d'arrêt, des commentaires de texte, comment faire une dissertation juridique sur un thème donné, comment analyser une décision de justice. Mais tout ça, par contre, c'est privé, c'est réservé aux élèves de l'institut. Vous avez les informations sur la page, ou sinon vous nous écrivez, on vous indiquera la marche à suivre. Donc, je résume ce que je fais ici. C'est vraiment un condensé, quelque chose qui est facile à digérer en termes de droit, de connaissance, d'apprentissage, de culture juridique. Voilà. Donc,
je vais juste faire un petit rappel introductif par rapport au droit. Donc le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent la vie en société, tout simplement. Si on peut résumer, grosso modo, donc c'est ce qu'on appelle le droit, parce que s'il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie. Et voilà, donc le droit se divise en deux grandes parties. Il y a d'un côté le droit public et de l'autre le droit privé. Donc, commençons par le droit privé. Le droit privé a pour vocation de régir, donc de réglementer, de gérer les rapports entre personnes privées. Donc, les personnes privées, ce sont les personnes physiques ou les personnes morales. Les personnes morales, ça peut être une association ou une administration, ça dépend. Mais en tout cas, sachez que le droit privé a pour objectif de gérer les rapports entre les personnes privées, donc qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ça s'arrête là. Ensuite, il faut savoir que le droit privé se divise en plusieurs branches. On a le droit civil, le droit des affaires ou droit commercial, le droit du travail, etc. Donc, toutes ces branches du droit constituent ce qu'on appelle le droit privé. Parce que dans ces branches, par exemple, le droit du travail, c'est la relation entre l'employeur et le salarié. Et on parle d'employeur et salarié lorsqu'il y a un lien de subordination qui passe notamment par le contrat de travail. Bon, ça, on verra plus tard quand on va aborder le thème du droit du travail. Mais donc, tout ça, ça fait partie du droit privé. Ensuite, le droit public, il a pour mission de régler les rapports entre les personnes publiques et les particuliers. Donc, les personnes publiques, ce sont les administrations. Par exemple, la caisse d'allocation familiale, la préfecture, la caisse primaire d'assurance maladie, etc. La mairie, enfin tout ça, ce sont des administrations, ce sont des personnes publiques. Et donc, dans les rapports, ou alors le trésor public, le fisc, c'est l'administration. Et donc, le droit public a pour mission de gérer les rapports entre ces personnes publiques et les particuliers, donc qui sont les administrés. Et donc, le droit public se divise en 4 branches. On a le droit constitutionnel, donc c'est la manière dont le pouvoir s'acquiert, s'exerce et se transmet. Par exemple, les modalités de l'élection du président de la République. Toutes ces conditions qui sont fixées, les campagnes présidentielles, les critères pour pouvoir être candidat, etc. Tout ça, ça fait partie du droit constitutionnel. La durée du mandat présidentiel, etc. Donc, c'est la façon dont on accède au pouvoir, c'est la façon dont on gère le pouvoir et la façon dont on transmet le pouvoir. En démocratie, ça s'appelle le droit constitutionnel. Ensuite, la deuxième branche, c'est le droit administratif. Donc, le droit administratif, c'est relatif justement à l'administration. Et déjà, pour la définition de l'administration, il y a plusieurs vidéos à ce sujet sur ma page. Donc, je vous invite à y faire un tour. Voilà. Ensuite, la troisième branche du droit public, ce sont les finances publiques ou droit financier. Des fois, on trouve l'expression. Donc, les finances publiques étudient les règles selon lesquelles les budgets publics de l'État et des autres personnes morales de droit public sont adoptés et exécutés. Un exemple de personne morale de droit public, c'est la SNCF, qui est une personne morale de droit public. Ou alors, tous les organismes qui sont chargés d'une mission de service public. Donc, les finances publiques concernent les budgets publics de l'État et des personnes morales de droit public. Donc, la façon dont ces budgets sont adoptés et exécutés. Et enfin, la quatrième branche du droit public, c'est le droit international public. Et donc, le droit international public, il étudie les rapports que les États entretiennent entre eux dans le cadre de la société internationale. Donc, c'est la raison pour laquelle
Quand un pays attaque un autre, un État peut demander une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de demander d'arrêter cette invasion, cette attaque. Ça, c'est dans le cadre du droit international public. C'est aussi ce qui explique qu'on ne peut pas aller pêcher n'importe où dans la mer parce qu'il y a des frontières maritimes et c'est le droit international public qui permet de conserver cette paix mondiale. Donc, chaque État est défini par ses frontières, par ses limites, et donc, le droit public international permet de gérer ces rapports-là que les États entretiennent entre eux. Et donc, le droit administratif, tout à l'heure, je l'ai défini brièvement. Il faut savoir que le droit administratif étudie les rapports que les personnes morales de droit public entretiennent entre elles aussi, et donc la manière dont elles sont organisées et les rapports qu'elles entretiennent avec les particuliers. Donc, si on peut définir le droit public, on peut dire que c'est le droit qui régit, enfin le droit administratif, pardon, on peut dire que c'est le droit qui régit l'administration dans son organisation et dans ses rapports avec les administrés. Donc, voilà pour la petite définition du droit et de sa répartition. Donc, le droit est divisé en deux parties. Le droit privé, le droit public. Le droit privé gère les relations que les gens ont entre eux. Par exemple, quand un couple souhaite divorcer, tout ça c'est régi par le droit privé, par le droit de la famille. C'est du droit privé parce que ça concerne la relation entre deux personnes privées. Ensuite, on a le droit public, donc il contient 4 branches, à savoir le droit constitutionnel, donc il concerne l'État, etc. et tout. Le pouvoir, l'élection du président de la République, la gestion du gouvernement, tout ce qui touche à l'État dans ce sens-là. Le droit administratif, les finances publiques et le droit public international. Et donc, à titre de rappel, le mot administration peut avoir 2 significations. Et donc, on peut l'employer dans l'un ou l'autre sens. Alors, dans un premier temps, on peut définir l'administration parce que l'objet de la page, c'est principalement le droit administratif. Donc, l'administration peut être définie, bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, premièrement au sens matériel du terme. Donc, la définition matérielle de l'administration prend en compte la nature de l'activité qui est assurée. Et donc, dans ce sens, on peut définir l'administration comme étant l'activité du pouvoir exécutif et des autorités décentralisées tendant à satisfaire l'intérêt général dans le cadre de la loi. Donc, lorsque les autorités qui sont réparties, par exemple, dans les différents départements, travaillent pour que l'intérêt général soit satisfait, c'est ce qu'on appelle l'administration. L'intérêt général, c'est quoi? Par exemple, colmater les nids de poules qui sont sur les routes, quand il y a des trous et que la commune fait intervenir une société pour boucher ces trous-là, éviter des accidents, c'est la satisfaction d'un intérêt général. Ce n'est pas propre à une personne, ce n'est pas un trou qui est apparu dans le jardin d'un particulier, c'est l'intérêt général. Ensuite, au sens organique du terme, on peut définir l'administration. Donc, le sens organique, c'est-à-dire, ici, on prend en compte l'organe qui agit. Et dans ce sens-là, l'administration, c'est l'ensemble des personnes publiques. Donc, les personnes publiques, ce sont l'État, les communes, les départements, les régions et les établissements publics. Et dans un sens général, global, l'administration est employée au sens organique. Exemple,
Un établissement public, c'est un CHU. C'est un établissement public. Et donc, c'est une administration au sens organique, parce que là, on tient compte de l'organe. Donc, l'organe, l'ensemble des personnes publiques. Donc, voilà comment on peut définir l'administration dans ces deux sens-là, le sens matériel. Donc, on prend en compte la nature de l'activité, ou le sens organique, on prend en compte l'organe qui agit. Et donc, l'organisation de l'administration est fixée par des lois, et des décrets. Et donc, ces lois et ces décrets règlent des problèmes qui, donc, par hypothèse, ne se rencontrent pas dans la vie privée, puisqu'il s'agit de l'administration. Et donc, on ne rencontre pas ces types de problèmes entre les particuliers. Donc, ce sont des problèmes qui touchent à l'organisation de l'administration et ce sont des problèmes qui sont spécifiques. Par exemple, les lois qui définissent les pouvoirs du maire ou du préfet ne s'appliquent pas forcément aux particuliers parce que c'est un poste à part qui relève de l'administration. Ou alors les lois relatives aux modalités de l'élection du conseil régional. Parce que c'est des scrutins à 2 tours peut-être. Quand il y a une liste qui est majoritaire, lorsqu'elle obtient par exemple 50% des voix, elle est élue. En fait, c'est fixé vraiment pour chaque administration. Il y a des règles spécifiques qui sont fixées par des lois et des décrets. Et ça ne s'applique pas en droit privé. Ce n'est pas des problèmes qu'on rencontre dans le domaine privé, puisque ça concerne l'administration. Et donc, il n'y a pas forcément d'équivalent en droit privé pour ces problèmes spécifiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle tout ce qui concerne l'administration est régi par le droit administratif. Et c'est là sa particularité. C'est le droit administratif spécifiquement qui règle tous les problèmes liés à l'administration. Mais on peut remarquer que dans ses rapports avec les administrés, donc avec les contribuables, c'est-à-dire avec les personnes physiques, l'administration n'est pas forcément obligée d'utiliser le droit administratif. Et donc, il peut arriver des situations où l'administration renonce à se soumettre au droit administratif pour appliquer le droit privé. Mais cela présente des avantages et des inconvénients. Donc, une règle générale est établie. Lorsque l'administration n'exprime pas clairement son désir d'être régie par le droit privé, on suppose que c'est le droit administratif qui s'applique systématiquement. Ça, c'est une règle générale en droit public. Lorsqu'il y a un conflit entre un administré et l'administration a le choix. Ça s'appelle une prérogative de puissance publique, c'est-à-dire que c'est elle qui décide, c'est-à-dire elle a le pouvoir de vous imposer soit le droit administratif, soit le droit privé. Et dans le cas où l'administration ne manifeste pas cette volonté-là d'appliquer le droit privé systématiquement, c'est le droit public qui s'applique. Donc, grosso modo, voilà ce qu'on peut dire sur la définition générale du droit, de ses branches, de ses subdivisions, de ce qu'on trouve dans le droit privé ou dans le droit public et de l'administration en particulier, parce que l'administration est l'objet central du droit public. Donc voilà. Et ça me semblait important de repartir à la source au début, d'expliquer quand même ces petites choses, ces petites définitions-là, avant de continuer. Parce que sur la page, effectivement, comme je le dis, je choisis
des thèmes en rapport avec l'actualité. Donc, ce n'est pas forcément chronologique, ce sont des thèmes vraiment au hasard avec lesquels je fais les vidéos. Et donc, parfois, on peut s'y perdre. C'est pour ça que je prends le temps quand même de revenir sur l'origine du droit, ce que c'est, pourquoi ça me tient tant à cœur de partager ça, de permettre au plus grand nombre d'y accéder. Donc, j'espère qu'à partir de maintenant, vous saurez la différence. Quand on vous parle de divorce, vous saurez que c'est du droit privé. Quand on parle des travaux sur la route, vous saurez que c'est du droit public. Donc, vous saurez faire la différence entre droit privé et droit public. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que ça, le droit, il n'y a que deux parties. Tout ce qui concerne les personnes, donc les gens, c'est du droit privé. Tout ce qui concerne l'administration, l'État et tout, c'est du droit public. Point. Donc, c'est ce qu'on peut dire à propos du droit. Donc, là, je vais quand même dire quelques mots, deux, trois petits mots. Donc, sur la République, je sais pas, hier ou avant-hier, je regardais une émission, quelque chose comme ça, on a posé une question qui, pour moi, semblait logique et normale. Mais à mon avis, ça n'est pas le cas de tout le monde. On a parlé de le régime actuel de la France. C'est la Cinquième République, c'est la République. Et on a demandé de quand date la Cinquième République. Donc, la Cinquième République, elle commence le 4 octobre 58 avec la Constitution. Donc, la Constitution qui est actuellement en vigueur en France date du 4 octobre 58 et ça marque le début de la Cinquième République. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de révision de la Constitution et la dernière révision constitutionnelle en date d'avril 2008. Donc, il y a eu des modifications, etc. Et là, c'était la dernière modification constitutionnelle. Là, il y a eu en mars dernier l'entrée dans la Constitution du droit à l'IVG. Ça ajoute un article, donc effectivement, ça modifie un peu, ça révise la Constitution. Mais la dernière grande loi de révision constitutionnelle date de 2008. Et donc, la Constitution, c'est l'ensemble des règles juridiques qui définissent et organisent le fonctionnement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics qu'on a définis tout à l'heure comme étant l'État, les communes, les départements, les établissements publics, etc. Donc, leur fonctionnement est régi par la Constitution. Et la Constitution, c'est la norme suprême. Elle est au sommet, c'est la cerise sur le gâteau, le sommet des institutions, des normes, c'est la Constitution. Je vais revenir sur la pyramide des normes. C'est une forme de triangle où on a la Constitution au sommet, ensuite on a les traités ratifiés, etc., les conventions, tout ça. Je reviendrai dessus pour parler de cette pyramide des normes aux pyramides de Kelsen un peu plus tard. Et donc, la Constitution, elle est au sommet des normes. Elle contient les grands principes politiques de la Cinquième République. Et c'est pareil, je ne sais pas pourquoi j'ai un attachement particulier à tous les articles premiers des livres que j'aime et tout. Donc, le premier article de la Constitution, il est très intéressant, il est beau dans sa rédaction. Il contient toutes les bases, tout ce qu'on doit savoir sur le modèle de la France. Et souvent, je pense que les gens oublient trop pourquoi la France fonctionne ainsi, pourquoi elle fait ci, elle fait ça. C'est relatif à sa Constitution. À mon avis, je pense qu'il faudrait tous les matins, je sais pas, lancer un réveil avec le premier article de la Constitution pour rappeler aux gens cette norme, cette valeur, elle s'impose à tous. Ce n'est pas à la carte, on va pas aller choisir ce qu'on veut ou pas. Non, ça s'applique, ça s'impose à tout le monde. Et j'aime bien le premier article qui stipule, je cite,
La France est une république indivisible. Ça, c'est la première phrase de la Constitution. La France est une république indivisible. Donc, il ne peut pas avoir la France corse, la France bretonne, la France normande, la France du Nord, je ne sais pas. Non, c'est une république indivisible. Même si après, il y a des petites composantes. C'est vrai, on peut se sentir normand. Je suis normande, hein. Donc, on peut se sentir breton. Je suis un peu bretonne aussi. On peut se sentir, je sais pas, du Sud, etc. et tout. Mais, bon, voilà. Mais le premier article de la Constitution commence par cette phrase-là. La France est une république indivisible, laïque, la laïcité. Ça veut dire que dans la République, il n'y a pas de religion qui prédomine. Chacun est libre de croire, de ne pas croire. D'ailleurs, c'est une liberté. Ah oui, hein. Oui, oui, oui. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Démocratique, je continue ma lecture. La France est une république indivisible, laïque, démocratique. On a parlé de démocratie tout à l'heure avec le droit constitutionnel, hein, qui concerne la façon dont le pouvoir s'acquiert, s'exerce et se transmet. Ça s'appelle la démocratie. Et donc la France, c'est une république démocratique et sociale. C'est inscrit dans la Constitution. C'est vrai qu'il y a des dérives, mais c'est inscrit dans la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Point barre. Il n'y a pas d'autres attributs de la France. On commence par l'indivisibilité de la République. Indivisible, on n'a pas dit une, hein, parce que une peut avoir tout et n'importe quoi qui forme un tout. Non, elle est indivisible, point. Elle est laïque, point. C'est clair, c'est net, c'est précis. Chacun est libre de choisir sa religion, de croire, de ne pas croire. On peut croire dans les nuages, on croit dans les feuilles, dans les arbres, en un dieu, en un animal, je sais pas, dans le vent. C'est sa liberté. Ta liberté de croyance, mais c'est privé. Dans la République, aucune religion ne domine, ne prédomine. C'est laïque, la laïcité. Dans l'espace public, il n'y a pas de religion. C'est ça que ça veut dire, la laïcité. Ça, c'est pareil, je reviendrai après sur la laïcité aussi. Démocratique, la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Et c'est pour ça que j'encourage les jeunes à s'intéresser à ce qui se passe. Il y a les élections européennes qui arrivent au mois de juin. Ça les intéresse pas parce qu'ils se disent que c'est loin, c'est l'Europe. Non, c'est la démocratie. L'Europe prend des décisions qui ont des incidences en France parce que dans le cadre de l'Union européenne, il y a des dispositions à application immédiate, instantanée. Les directives européennes qu'il faut transposer dans chaque pays de l'Union européenne, chaque pays qui a accepté d'appartenir à cette union. Donc, tout ce qui se passe en Europe concerne la vie, nos vies quotidiennes. Il faut aller voter, il faut s'intéresser à tous ces partis, à ces campagnes qui commencent. La démocratie, c'est ça, hein. Même les gens qui ont la haine, ils ont le droit de s'exprimer parce que c'est ça la démocratie. Et c'est ce qui explique la pluralité des partis politiques. C'est pour ça qu'il y a des partis qui défendent le droit des animaux. C'est leur droit, c'est la démocratie. Aujourd'hui, si je me lève, je remplis les conditions qui sont exigées par la loi pour créer un parti qui défend la lumière du jour, qui défend les feuilles jaunes, qui défend, je sais pas, les passages cloutés. C'est ma liberté, hein. La loi me le permet. C'est la démocratie. Donc c'est pour ça qu'il y a tout et n'importe quoi. Il y a des parties de la pêche, des parties de la chasse, je sais pas, des parties de la feuille, de l'air, des parties du vent, des parties du sable, j'en sais rien. Mais c'est la démocratie. Donc en démocratie, chacun s'exprime. Donc je vois pas pourquoi les gens sont offusqués quand ils entendent des gens avec la haine s'exprimer. C'est la liberté. C'est inscrit dans la Constitution. C'est un droit constitutionnel. Ça dit que c'est garanti. Et c'est comme ça que, par exemple, aux États-Unis, tout le monde porte des armes.
Parce que c'est pareil, je peux le quatrième amendement leur donne ce droit, un droit constitutionnel, c'est-à-dire que c'est gravé dans le marbre. Ah oui, hein, c'est la démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer, d'avoir ses opinions. Ah oui, oui, c'est la démocratie. Dans une dictature, il y a une seule voix, une seule idée, tout le monde se plie, point. Mais en démocratie, tout le monde s'exprime. Hein. Ah oui, oui, oui. Si on veut créer son parti du pain, je sais pas, son parti de la viande, son parti des légumes, bah on crée son parti. C'est la démocratie, on a le droit de s'exprimer. Hein. C'est la démocratie qui permet ça. Donc, faut pas être offusqué que tout s'exprime. Par contre, il faut prendre part à la vie citoyenne, à la vie politique. C'est important parce que ça a des répercussions sur le quotidien. Là, c'est vraiment pour les jeunes, les parents qui ne boostent pas les jeunes à aller voter. Quand vos enfants ne votent pas, ils subissent justement les idées. Est-ce que vous voyez les gens de l'extrême, vous croyez qu'ils ont honte de s'exprimer? Ah non, hein. Aujourd'hui, les langues se délient, ils sont zélés. Ils sont zélés. Et justement, parce que les gens qui savent très bien que c'est mal, ne bougent pas, se taisent, sont là en train de subir. Et c'est pour ça que ces idées sont en train de progresser un peu partout. Hein. Le populisme est en train de grimper en flèche. Pourquoi? Parce que les gens se taisent, les gens se désintéressent. Et donc, vous voyez quand les paysagistes viennent tailler les haies, etc. Ce sont les mauvaises herbes qui poussent le plus, hein, qui repoussent le plus et qui dominent le paysage. Les mauvaises herbes, quand on les arrache pas, eh ben, ça détruit les récoltes et tout. Hein. Ben, c'est pareil avec les extrêmes. Parce que les gens ne votent pas. Vous voyez le taux d'abstention, il y a plus de 50% d'abstention. Et ça me choque quand ce sont des femmes qui ne votent pas. Parce que ça fait à peine 80 ans que nous, les femmes, avons le droit de vote, hein, qu'on nous a autorisé même à pouvoir voter. Combien de femmes se sont battues justement pour avoir le droit de vote que beaucoup bafouent aujourd'hui? C'est écrit, c'est un droit constitutionnel. La France est démocratique, donc toutes les opinions s'expriment. Bougez-vous, allez voter pour défendre vos idées. Pourquoi c'est que les extrêmes qui progressent? Parce qu'ils sont désinhibés. Ils disent tout et n'importe quoi, ils disent de la merde, mais ça porte. Parce que la nature a horreur du vide, justement. C'est un droit constitutionnel hein, que d'exprimer ses idées, même si c'est des idées de merde. C'est la Constitution qui donne le droit à tout le monde de s'exprimer. Donc, exprimez-vous. C'est un droit que la loi, que la Constitution, je dis même pas la loi, parce que dans la hiérarchie des normes, la loi, elle est tout en bas. Hein. Elle est en dessous des conventions. Bon, elle est au même niveau que les conventions, etc., les traités et tout. Mais la Constitution, c'est le sommet. C'est le Gotha. La Constitution dit que la France est une république démocratique. Donc, chacun exprime ses opinions. La France est sociale. Donc, oui, il y a un système de solidarité qui fonctionne. Les plus faibles sont aidés par les plus forts, par les plus pauvres, par les plus riches. C'est inscrit dans la Constitution. C'est pas quelqu'un qui décide. Oui, oui, la France est sociale. C'est dans la Constitution. C'est le 4e attribut de la France. La France est une république indivisible. C'est une république laïque. C'est une république démocratique. C'est une république sociale. N'en déplaise aux haineux. C'est écrit dans la Constitution noir sur blanc. La Constitution, elle date du 4 octobre 1958. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. C'est pas quelqu'un qui a écrit. C'est dans la Constitution. La France est sociale. Donc oui, quand la France aide ses ressortissants, aide les habitants, c'est inscrit dans la Constitution. C'est un droit constitutionnel que d'être socialement protégé par la société. Comme dans tout, je l'ai dit, il y a les extrêmes qui expriment des idées de merde. Dans le social, il y a des gens qui abusent. Mais c'est toujours des minorités. Ce sont toujours les mauvaises herbes là, qui envahissent tout l'espace.
Pareil pour les extraits avec leurs mauvaises idées de merde qui envahissent l'espace médiatique, etc. Oui, la France est une république sociale. Point. Je continue ma lecture. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine. Il faudrait apprendre ça aux gens à l'école, dans les administrations. À mon avis, avant de commencer à travailler, il faut suivre une petite formation sur le premier article de la Constitution. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine. Donc, on est point. Quand on est français, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit vert, qu'on soit jaune, qu'on ait des aïeux à gauche, à droite, dans les racines, dans les arbres, etc. Ça ne compte pas devant la loi parce qu'on est français. Ça s'arrête là. Point. De race, il n'y a pas de race en France. Je suis désolé. Il n'y a pas de race en France. La race française, ça n'existe pas. On est français. Ça s'arrête là. Il y a l'humoriste Anne Romanoff qui disait dans ses sketchs, quand on lui demande ses origines, elle dit je suis d'origine des couilles de mon père. Et je trouve cette réponse très à propos. Donc, ou de religion, la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc, peu importe, c'est ce que je dis tout à l'heure. Hein. Si on est de la religion des feuilles jaunes qui volent sous le vent en automne, on est l'égal de celui qui ne croit pas devant la loi. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de religion devant la loi. Hein. Devant la loi, on va pas dire, bon, celui-là, il croit, celui-là, il croit pas, donc celui-là, il a plus de droits là. Non, 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 non. Vous allez tous mettre le même bulletin dans les urnes. Il n'y a pas de religion devant la loi. La France respecte toutes les croyances. C'est ce que je dis. Vous croyez à l'auriculaire, la France vous respecte. Vous croyez au pouce, la France vous respecte. Vous croyez aux mèches que vous mettez sur les cheveux, la France vous respecte. Vous croyez au vernis aux ongles, la France vous respecte. C'est votre croyance. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. C'est écrit dans la Constitution. Il faut apprendre ça aux gens. C'est un droit constitutionnel de croire que la République respecte cette croyance. Mais la République, elle est laïque. Elle n'est pas religieuse. C'est ça la vraie différence. Elle respecte les croyances, donc tout le monde peut croire. On croit, il veut. Mais la République, elle est laïque. Ça reste du domaine privé, la croyance. C'est toujours ces petites nuances qu'il faut enseigner aux enfants à l'école. Il faut enseigner dans les administrations. La France est une république laïque. Elle n'est pas religieuse. L'organisation de la France est décentralisée. Comme je l'ai dit, tous les sièges, toutes les représentations ne se trouvent pas forcément à Paris, dans la capitale. Par exemple, le service d'état civil des Français nés à l'étranger se trouve à Nantes. C'est ce que ça veut dire. C'est décentralisé. C'est un État, mais dont les services sont décentralisés. La loi favorise l'égalité homme-femme aux mandats électoraux. Cela veut dire que vous soyez un homme ou une femme, la loi vous permet de vous porter candidat à une élection législative, c'est-à-dire pour devenir maire. Ce n'est pas réservé à une seule catégorie, c'est-à-dire que pour devenir maire, il ne faut pas être juste un homme, non. Que vous soyez homme ou femme, la loi sur le papier, c'est vrai que dans la pratique, c'est autre chose. Hein, parce qu'il y a des mesures qui viennent compléter, par exemple la parité, etc. Mais sinon, sur le papier, si vous remplissez toutes les conditions qu'il faut, l'âge, la nationalité, la résidence, etc., vous pouvez vous déclarer candidat à une mairie. Ça, c'est la loi qui vous le garantit, c'est un droit constitutionnel. Beaucoup ne le savent pas. Peu importe votre origine, à partir du moment où vous êtes français, que vous jouissez de tous vos droits civiques, vous pouvez
vous portez candidat pour devenir maire. Homme ou femme, c'est la loi qui vous le garantit. C'est dans la Constitution. Ça, c'est les mandats électoraux, c'est-à-dire là où on choisit, on élit des gens. Et fonction élective. Par exemple, s'il faut candidater pour devenir, je sais pas, président d'un conseil d'administration, c'est pareil. La loi vous autorise à vous porter candidat, que vous soyez homme ou femme. Voilà. Ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Les responsabilités professionnelles. Si il y a un concours dans une administration pour devenir chef de service, homme ou femme, vous passez le concours. Point. Si vous voulez être représentant syndical, tant que vous remplissez les conditions établies dans l'entreprise, vous êtes salarié déjà dans un premier temps, oui, bah, vous portez candidat pour devenir représentant syndical, que vous soyez un homme ou une femme. C'est un droit constitutionnel. Et les responsabilités sociales, c'est pareil. C'est la loi qui vous garantit ce droit d'accéder aux responsabilités sociales. Donc, fin de citation. Donc, j'ai fini mon analyse. Je vais relire l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 58. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Elle favorise l'égalité homme-femme aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Fin de citation. Premier article de la Constitution, ça devait être collé sur le fronton de tous les bâtiments publics. Ou alors, une copie devait être envoyée à toutes les chaînes d'infos pour le leur rappeler. Parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Quand ils expriment leurs idées de merde, ils oublient que la Constitution garantit beaucoup de choses. Il faudrait le leur rappeler. Que la France, c'est une république indivisible. Que la France est laïque. Que la France est démocratique. Que la France est sociale. Oui, 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 oui. La France est sociale. Que la France considère tout le monde égal. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Peu importe leur origine, peu importe leur race, peu importe leur religion. Vous êtes français, point. Soyez chrétien, athée, musulman, hindou, je sais pas, bouddhiste, on s'en fout. Devant la loi, ça n'existe pas. Vos croyances sont chez vous. C'est pour vous. C'est pas pour la République. Voilà. Homme ou femme, vous remplissez les conditions exigées par la loi. Vous jouissez de vos droits civiques. Les élections arrivent. Cherchez à vous positionner sur des listes électorales. C'est la loi qui vous l'autorise, qui vous en donne le droit. C'est la Constitution qui le garantit. Voilà. J'aime bien. Ça fait écho au premier article de la déclaration de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. J'aime bien dans la rédaction, dans la formulation, dans l'articulation, dans la construction. Vous voyez comment c'est écrit? Dans le choix des mots, des attributs. La France, elle a 4 attributs. Non seulement c'est une république, mais une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Des fois, ou souvent, quand ceux qui sont à l'extrême avec leurs idées de merde parlent de la République, ils n'ont choisi que deux. Côté social, côté laïque. Et c'est ça qu'ils essaient de détourner, de manœuvrer, de tourner à leur avantage. Ils oublient le démocratique et le social de la France et l'indivisibilité de la République. Même s'il y a des petites velléités d'indépendance à gauche, à droite, la France reste une république indivisible. Il y a des spécificités. Ça, c'est vrai, le Conseil constitutionnel l'a reconnu, notamment la spécificité corse,
bretonne, lorraine, alsacienne, etc. Mais la France reste une république indivisible. Voilà. Donc, sous cette cinquième république, les pouvoirs sont organisés, disons, sous trois formes, on peut dire ça. Donc, c'est la Constitution qui organise le fonctionnement des pouvoirs. Donc, hop, on peut parler en ces termes de trois façons. Déjà, la Constitution, elle fixe l'organisation interne de l'État, c'est-à-dire la forme de l'État, le statut des gouvernants, ainsi que les rapports entre ces derniers et les gouvernés. Donc, comme je l'ai dit, la France est une république unitaire, mais décentralisée, c'est-à-dire que tous les sièges des entreprises ou les, les, les fonctions importantes de l'État ne se trouvent pas forcément à Paris. Et donc, le statut des gouvernants, les gouvernants, c'est qui? Ce sont les députés, ce sont les sénateurs. Ailleurs, en Angleterre, on parle des lords et des communes, la chambre des communes et la chambre des lords. Aux États-Unis, il y a le Congrès, il y a les sénateurs, il y a 2 sénateurs par État. Il y a les Länder, en Allemagne, il y a les régions autonomes, enfin voilà, en Suisse, etc., les cantons. Donc, c'est chaque État a son organisation, a l'appellation de ses gouvernants. En France, on a les députés, donc à l'Assemblée nationale, c'est la chambre basse. On a les sénateurs qui représentent les collectivités, donc c'est la chambre haute. Donc, tout ça, c'est la Constitution qui fixe cette organisation interne de l'État. Ensuite, la Constitution permet de limiter le pouvoir de l'État face à l'individu et donc de le protéger contre l'arbitraire ou contre un État qui serait devenu tout puissant. Dans ce cas-là, on ne serait plus dans une démocratie, on serait dans une dictature. Oui, et c'est pour ça que dans la Constitution, le mandat présidentiel, il est limité à 2. Hein. C'est d'ailleurs le cas aux États-Unis. Donc un président de la République ne peut faire que 2 mandats, point. Et on a entendu, hein, il y a quelque temps, il y a une velléité de modification qui s'esquissait un tout petit peu de modifier cette limitation de mandat. Et c'est comme ça que les dérives commencent. Auparavant, en France, le mandat présidentiel était de 7 ans, c'était un septennat. Et donc Jacques Chirac a fait modifier tout ça, on est passé à un quinquennat, c'est-à-dire le mandat il dure 5 ans, vous pouvez faire 10 ans au pouvoir, max, pas plus, point. Aux États-Unis, c'est 8 ans, 4 ans, point. Ça peut être consécutif ou non, hein. C'est-à-dire que là, si François Hollande décide de se représenter à l'élection présidentielle, il peut le faire. Parce qu'il peut faire 2 mandats. Ça, c'est fixé par la Constitution. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça permet d'assurer une certaine stabilité démocratique et politique aussi. Hein. Et donc, c'est la Constitution qui définit la séparation des pouvoirs. Donc, dans un État, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, le pouvoir exécutif, c'est représenté par le président de la République, dans un État démocratique, hein, j'entends. Voilà, le pouvoir législatif, par le Parlement, donc l'Assemblée, le Sénat, et le pouvoir judiciaire représenté par les tribunaux et les juges. Donc, c'est la Constitution qui organise tout ça. Et comme je viens de le dire, le président de la République, il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Donc, il dispose de pouvoirs propres et de pouvoirs partagés. À ce sujet, j'ai déjà une vidéo sur ma page pour ceux que ça intéresse de pousser loin la connaissance, l'apprentissage, la culture, la réflexion. Allez sur ma page. Il y a des vidéos déjà sur le président de la République, sur son mode d'élection, etc. Ensuite, on a le gouvernement, donc, qui est composé du Premier ministre ainsi que de ses ministres et secrétaires d'État. Donc, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et qui met fin
à ses fonctions après sa démission. Ça, c'est un peu compliqué, mais j'en ai longuement parlé aussi sur ma page. Et donc, c'est sur proposition du Premier ministre que le président de la République nomme les membres du gouvernement. Et dans les membres du gouvernement, il y a des hiérarchies au niveau des postes ministériels. Les ministres d'État, les ministres de plein exercice, les ministres délégués, les secrétaires d'État. Voilà. Ça, j'en ai déjà parlé, c'est sur ma page. Pour ceux qui veulent en apprendre davantage. Et on a le Parlement, comme je l'ai dit, c'est composé de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale française comprend 577 députés élus aussi au suffrage universel direct pour 5 ans et 348 sénateurs. Donc les sénateurs sont les représentants, sont élus par les collectivités territoriales. Donc ils sont élus au suffrage universel indirect pour un mandat de 6 ans. Donc voilà pour l'organisation des pouvoirs en France. Et puis je peux parler aussi du Conseil constitutionnel, donc qui est composé d'anciens présidents de la République. Il comprend 9 membres qui sont nommés, ils sont nommés pour 9 ans, donc nommés par le président de la République. Il en nomme 3, le président de l'Assemblée nationale en nomme 3 et le président du Sénat en nomme 3. Et donc c'est lui qui est chargé de veiller à ce que les textes de loi soient conformes à la Constitution. Voilà. Je crois que il y a un cours en préparation sur le Conseil constitutionnel en particulier, mais pour l'instant, je donne la petite définition. On a donc le pouvoir judiciaire qui est constitué par les tribunaux, mais aussi par les décisions de justice. Donc, l'ensemble de ces décisions de justice constitue ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence, donc, c'est l'ensemble des décisions des tribunaux et des apports des juristes, etc. Donc, ça participe de la démocratie, tout ça. Et donc, le Conseil supérieur de la magistrature participe à la nomination des magistrats et dispose d'un pouvoir de sanction disciplinaire. Les magistrats sont les présidents des tribunaux, par exemple, les juges. C'est ça les magistrats. Donc voilà, et il faut savoir que depuis cette révision constitutionnelle de 2008, le président de la République n'assure plus la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Cela pose un petit problème en termes d'indépendance, puisqu'on dit que la justice est indépendante. Donc à quel moment elle va être indépendante si voilà, le Conseil supérieur de la magistrature, donc il nomme les magistrats qui les sanctionnent, etc., est présidé par le président de la République. Voilà. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire sur le droit, sa définition, sa subdivision, la République, la Constitution, comment les pouvoirs fonctionnent en France, comment c'est réparti, etc. Donc, j'ai fini de vous parler. Et puis, bon, la personne qui m'a écrit, elle est là. J'espère avoir répondu à la question. Donc, je vous remercie tous d'avoir suivi ce live. Et puis, pour les adultes, rendez-vous ce soir pour parler des choses d'adultes, l'heure des adultes à partir de 22 heures. Donc, je vous souhaite une excellente journée, où que vous vous trouviez, ou alors une bonne nuit si vous êtes dans l'autre hémisphère. Et puis, merci d'avoir été nombreux sur le live. Et puis, à bientôt. Bye bye.